Bonjour à tous, bienvenue. Nouveau numéro de Around, notre rendez-vous sur Mountain Changemaker d'échange et de partage sur des sujets que on va essayer tous ici de faire avancer avec mes invités autour de moi. Une thématique, cette fois-ci, mobilité et grands événements. On a déjà traité de la mobilité sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va parler des grands événements, la chance que c'est de les organiser, mais aussi les contraintes aujourd'hui que ça déclenche. Des invités autour de moi, je vais commencer par notre hôte, Edouard, donc du Crédit Agricole. On est ici en tournage au village by CA, donc le lieu du Crédit Agricole qui accueille principalement des startups. Edouard, tu vas nous en reparler. Jeanne Dunca pour Musilac et son organisation principalement. Anne de Enedis qui nous parlera aussi de tout ce que fait Enedis sur les sujets mobilité. Benoît en face de moi, Thomasson, donc DGS de la mairie de Laclusaz, et Fabrice, le patron de l'UTMB. On va commencer avant de parler tout de suite avec Edouard par un film, un reportage que nous avions fait sur Mountain Changemaker, une rubrique Le fond des choses, sur justement la gestion de ces grands événements. On regarde tous ensemble et on se revoit tout de suite. Les grands événements sportifs et culturels ont toujours été des moments de rassemblement, capables de fédérer des milliers, voire des millions de personnes autour d'une passion commune. Depuis des décennies, ces grands événements rencontrent de plus en plus de succès et attirent chaque année une fréquentation record. Pour la plupart, ces événements sont organisés sur des territoires de montagne aux écosystèmes fragiles. Malgré les initiatives des organisateurs, ces événements outdoor continuent d'avoir des impacts sur l'environnement. Nos territoires de montagne peuvent-ils encore accueillir des événements sportifs ou culturels qui rassemblent des milliers de personnes ? Le propre d'un événement, c'est de regrouper en un même lieu et en un même moment un certain nombre de personnes, souvent dans des lieux qui ne sont pas prévus pour. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'événements qui sont organisés dans des espaces urbains, dans des grandes parcs des expositions ou halles des sports ou grands stades, etc. Mais là, on va avoir des événements en extérieur. Et donc, il faut gérer cette forte fréquentation en extérieur sur un pas de temps extrêmement réduit. Effectivement, une des problématiques, c'est le volume de participants. Plus les événements sont gros, plus il y a un impact important, notamment sur la partie climat. Et puis après, il y a des impacts plutôt locaux en termes de dérangement des espèces faunistiques ou floristiques, en termes d'impact sur le milieu, sur le site, parce que on fait passer des coureurs sur un site ou parce qu'on aménage des routes pour accéder à ces sites-là. Donc on a un certain nombre d'impacts aussi sur le milieu. Organiser un événement n'est pas sans défi. Les organisateurs s'efforcent depuis des décennies de s'adapter. On œuvre depuis plus de 10 ans à réduire massivement nos déchets par la suppression du plastique, entre autres. Donc les couverts, les gobelets au début, les bouteilles maintenant, les emballages demain pour vraiment supprimer tous les déchets. Ces mesures qu'on fait depuis de longues années, on n'a pas attendu là le bilan carbone. Au début, on s'est attaqué aux événements qui étaient à la fois faciles à mettre en place, qui ne coûtaient pas très cher, qui avaient quand même un impact parce qu'en termes de réduction de plastique, par exemple pour les éco-cups, il y a une réelle réduction du plastique à usage unique et qui était visible. Une fois qu'on les a mis en place, on s'aperçoit que ça ne réduit qu'une toute petite partie de l'impact et que maintenant il va falloir s'attaquer à des parties de l'événement qui sont beaucoup plus impactantes sur la structure même ou le modèle même des événements sportifs. Et c'est là où on est dans le dur maintenant, c'est-à-dire tout ce qui a été facile, on l'a mis en place. Maintenant, il va falloir s'attaquer à ce qui est structurant et ça c'est à la fois structurellement et à la fois culturellement assez dur à transformer parce que c'est proche du renoncement de certaines idéaux ou imaginaires de ce qu'on a toujours connu en fait. À l'avenir, les grands événements qui s'associeront à des sponsors éco-responsables se démarqueront. La réduction du bilan carbone de ces événements dépend largement du nombre de participants voyageant en avion. C'est pourquoi réduire ce nombre est crucial pour préserver leur avenir.
Pebble, je pense que c'est un modèle qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire, la jauge, c'est 700 participants, c'est quand même pas beaucoup sur un trail de cette ampleur. Et il y a vraiment un choix qui est fait, qui est assumé par les organisateurs de dire on ne veut pas grossir. Et ça, dans une société capitaliste comme la nôtre, je pense que c'est quand même un choix de nouveau très politique, de dire nous ne voulons pas grossir, on ne cherche pas la croissance de l'événement, le maximum de retombées économiques, etc. Peut-être que c'est un des avenirs possibles, c'est-à-dire des événements plus locaux, plus petits, qui s'intéressent finalement à une partie de la population, mais qui n'ont pas pour vocation d'attirer tous les athlètes internationaux, etc. Il y a une étude qui est intéressante du Shift Project dans la culture qui montre que si un festival de 300 000 personnes, s'il divise sa jauge par 10, c'est-à-dire plutôt un festival de 30 000 personnes, en fait il divise son bilan carbone par 20 à 30. Donc en fait il vaut mieux 10 petits événements de 10 000 plutôt qu'un gros de 300 000. C'est moins impactant et ça peut être une part de la solution. Il est vital aux organisateurs de réduire leur dépendance aux énergies fossiles afin d'assurer la pérennité de leur événement. Sont-ils prêts à sacrifier une part de leur rentabilité pour y parvenir ? Voilà, donc un sujet, évidemment, on va revenir sur les différents thèmes qui ont été abordés dans ce sujet. Édouard, juste en intro, on est ici au village by CA, CADS. Vous êtes en charge, en tout cas vous êtes au service de RSE de CADS. 2 mots sur votre accompagnement, votre regard sur ces entreprises qui organisent ou qui sont liées à des grands événements. Oui, merci Laurent. En fait, je suis dans une équipe qui travaille sur la RSE effectivement et qui est en charge de faire en sorte à la fois que l'entreprise soit exemplaire. On a 2 grands sujets. Le fait que l'entreprise soit exemplaire, on a 2600 collaborateurs sur 2 départements. Donc une entreprise importante du territoire et on se doit d'être exemplaire sur nos propres pratiques. Et par ailleurs, quand on est banquier, on a une responsabilité toute particulière, celle d'accompagner les projets de nos 750 000 clients sur 2 départements, et en particulier les projets de transition, de décarbonation. En tant que caisse régionale du Crédit Agricole, on travaille sur 2 départements, et donc on connaît et on soutient un certain nombre des grands événements qui se passent sur nos territoires. On le fait toujours avec responsabilité et avec le soin de regarder comment ces événements sont organisés, en particulier évidemment sur les sujets qu'on vient de voir, sur la façon dont les organisateurs permettent aux spectateurs et en l'occurrence aux sportifs de venir dans nos territoires. Jeanne, on va commencer par vous. Donc, vous êtes directrice opérationnelle de Musilac. 2 mots sur déjà un rappel, peut-être en chiffres, on va l'avoir, mais de ce qu'est Musilac aujourd'hui. Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation à cette table ronde. Comme vous l'avez dit, moi, je suis directrice de production du Festival Musilac, ce qui veut dire que je coordonne un petit peu tout le volet organisationnel de l'événement avec les différents services. Musilac, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et pour faire un petit rappel, c'est un festival qui a lieu à Aix-les-Bains, sur l'esplanade du lac du Bourget, depuis 2002. Un festival qui a lieu 4 jours au mois de juillet et pour lequel on accueille entre 90 et 110 000 personnes par an dans une ville avec 30 000 habitants. Donc ça, c'est plein de sujets dont on va parler un petit peu. En termes de public, de notre côté, on a la chance d'avoir un public extrêmement régional. 87% de notre public qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 14% du public qui vient même de la communauté d'agglomération. Donc ça, c'est une vraie chance. Les 13% restants, ils viennent en réalité pour 10 points de pourcentage de France. Et pour les 3 derniers, les 3 pourcentages de festivaliers qui viennent de l'étranger, on est sur des festivaliers de Suisse ou d'Italie. Donc on a moins cette problématique de l'avion, c'est déjà une chance. Alors on va revenir ensuite évidemment sur votre gestion de l'événement par rapport à ce sujet de mobilité, évidemment. Je voudrais qu'on continue à parler avec nos différents intervenants. Anne-Claire, donc vous représentez Enedis et vous êtes au sein d'Enedis en charge de la mobilité. Oui, c'est ça. Donc Anne-Claire Duet-Toussaint, effectivement, je suis chef de projet transition écologique chez Enedis et je m'occupe principalement de sujets en lien avec la mobilité électrique et le réseau.
Donc pour rappel, Enedis, on est gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire. Donc notre métier, c'est le réseau électrique. Ça va être de l'exploiter, de raccorder les nouvelles installations au réseau, et on a aussi des missions de comptage de l'électricité. Et en 2023, on est passé entreprise à mission. Ça a été l'occasion pour nous de réaffirmer nos engagements, notamment en matière de transition écologique. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en est venu à avoir cette réflexion sur les grands événements et ce qu'on pouvait faire pour aider, contribuer à réduire les émissions de CO2 sur ces événements. Ouais, on va parler justement de ce que vous apportez comme solution pour les événements. On continue. Benoît Thomasson, directeur général des services de la CLUSA, c'est ça, hein? C'est ça. Alors la CLUSA en 2 mots ou la mairie? Non, la CLUSA a une station de sport d'hiver et d'été de renommée nationale voire internationale, engagée dans les transitions, engagée dans la transition de son modèle touristique, de son modèle économique, et puis futur site olympique des JO 2030, avec là un énorme défi. On le sait, on est à Annecy, on dessert depuis Annecy les Aravis, et l'enjeu de la mobilité, il sera présent bien sûr pour les Jeux Olympiques, et il est présent dans nos esprits au quotidien. La CLUSA, c'est 25 000 lits touristiques, mais c'est aussi une forte fréquentation d'excursionnistes, donc de clientèle journalière. Il faut savoir et trouver des solutions pour gérer ces mobilités-là, a fortiori en 2030, en février 2030, quand on accueillera les JO. Merci, on y revient aussi. Fabrice Perrin, UTMB, on l'a vu aussi dans le reportage qui est passé. Fabrice, l'UTMB aujourd'hui, en quelques mots. Donc ouais, moi je suis responsable directeur sport et sustainability de UTMB Group, dont fait partie UTMB Mont-Blanc. Parce que UTMB Mont-Blanc, c'est né en 2003. C'était une toute petite course avec quelques participants. Aujourd'hui, c'est devenu un événement avec 10 000 coureurs, 8 courses pendant la semaine, donc 10 000 coureurs répartis pendant la semaine, sur des sentiers tout autour du Mont-Blanc, parce qu'on a des courses qui partent de Chamonix, d'autres qui partent de Courmayeur, d'autres endroits en Suisse comme Orsières. Donc un événement qui a beaucoup évolué avec les années, mais surtout un événement qui a changé, la société a changé, c'est qu'on est devenu aujourd'hui une série d'événements dans le monde, avec cette particularité où on n'est pas une série où on doit passer d'une course à l'autre pour performer. L'idée dès le départ, c'était de créer des courses proches des gens pour faire en sorte que les coureurs des États-Unis, de Chine, etc., puissent vivre l'expérience UTMB près de chez eux. Ouais. Ça a été vraiment en effet une évolution importante. Bon, on rentre dans le vif du sujet et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les solutions qui ont été trouvées, qui ont déjà été apportées et celles qui vont venir. Anne-Claire, moi je voudrais bien commencer aussi avec vous. Est-ce que vous puissiez nous raconter votre proposition de service sur un événement? Alors, en effet, on peut parler de Musilac qui est à côté, mais il y a aussi votre expérience, évidemment, JOP 2024, tout le monde s'en souvient. Quel dispositif vous apportez à des grands événements qui ont envie d'avancer sur la mobilité? Quand on a commencé à s'intéresser aux grands événements, en fait, on s'est rendu compte que la plupart des organisateurs, des organisations, utilisent des groupes électrogènes pour la partie alimentation électrique. Donc, des groupes électrogènes qui fonctionnent avec du carburant fossile et donc des technologies qui émettent beaucoup de CO2. Et on s'est rendu compte du coup qu'il y avait vraiment des choses à faire à ce niveau-là et qu'en raccordant les installations au réseau électrique, on permettait aux événements de bénéficier d'un mix électrique décarboné, le mix français qui est majoritairement décarboné. Et du coup, on arrive, en faisant ça, à réduire de 90% les émissions de CO2 liées à l'alimentation électrique de l'événement. Donc ça, c'est vraiment l'action majeure qu'on mène. On l'a fait du coup avec Musilac. On a eu l'occasion aussi de commencer à travailler avec tout un tas d'autres festivals en France. Et c'est principalement ce qu'on a fait sur les JO de Paris en 2024. En raccordant les sites, soit de façon pérenne. Il y a des installations qui vaut le coup de raccorder de façon pérenne parce qu'elles vont être réutilisées régulièrement, ou d'autres sites qui ont été raccordés de façon temporaire le temps de l'événement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie alimentation. Après, on l'a vu, les chiffres sont très parlants. Le sujet majeur de l'événementiel, ça reste le transport. Et là aussi, on a pas mal de choses à faire. On peut vraiment accompagner les organisateurs, notamment sur un des leviers qui est la mobilité électrique.
Voilà, donc mobilité électrique, ça peut être les voitures des particuliers qui se rendent avec leur voiture personnelle sur les lieux de l'événement, mais ça va être aussi tout ce qui est navette, bus, car et même transport logistique qui peut s'électrifier. Et là, on est vraiment aux côtés des organisateurs pour les accompagner, notamment dans les projets de raccordement de bornes de recharge. Ok, on va donc reparler de ce déploiement. Benoît, je voudrais... la Clusa, organisateur aussi d'événements, évidemment. Tu as parlé des JOP 2030. Vous en avez d'autres événements. Est-ce que ces événements doivent aussi être, puisqu'ils sont complexes à gérer en termes de mobilité, doivent aussi être un cas d'école, en tout cas un élan pour plus généralement travailler la mobilité sur un site comme la Clusa? En fait, l'importance d'un événement, c'est si on arrive à faire évoluer les mentalités, et je crois que c'était le sujet de la précédente table ronde, si on arrive à faire évoluer les mentalités des personnes qui viennent pour un spectacle culturel, pour un événement sportif, et qu'ils enlèvent leur voiture individuelle et qui trouvent des moyens de se déplacer différemment, on peut s'appuyer sur ce levier-là pour inciter ces mêmes personnes dans leur quotidien, dans leur comportement de tous les jours, à aller prendre des solutions de mobilité plus durables. Encore faut-il que l'offre soit là et que les infrastructures soient là. Et ça, c'est un des enjeux importants quand on est une collectivité territoriale, de travailler en collaboration, parce que la mobilité, c'est une chaîne. Et j'ai envie de dire qu'en tant que mairie, on est le dernier maillon de cette chaîne. Nous, pour les JO à la Clusa, et de manière durable ensuite, puisque l'ambition, c'est d'enclencher un certain nombre d'investissements grâce aux JO, mais on est le dernier maillon. On veut, à l'entrée de la Clusa, avoir les outils pour accueillir des bus, pour accueillir les spectateurs, favoriser les cheminements piétons et les mobilités durables au sein, alors actives évidemment déjà à pied, et puis par des navettes, mais il faut que tout le monde en amont se mobilise, depuis le Grand Annecy, en passant par le département, la communauté de communes des Vallées de Thônes, et il y a déjà des travaux enclenchés, et d'ailleurs monsieur le maire est à un comité de pilotage à ce sujet-là cet après-midi même, donc le travail est enclenché et tout ça va évidemment survivre et dépasser les JO. Mais j'ai envie de dire qu'avant même les JO, en termes de grands événements sportifs qui va drainer énormément de monde, on aura en 2027 les championnats du monde de cyclisme dans le format type Glasgow avec, moi j'appelle ça un peu les JO du cyclisme, puisqu'on aura toutes les disciplines et la Clusa accueillera le Grand Fondo, épreuve de masse, avec 3 à 5 000 concurrents. Premier défi déjà de mobilité, à la fois pour les concurrents et pour les spectateurs. Et là-dessus, on va chercher d'ores et déjà à expérimenter un certain nombre de choses en vue des JO 2030. Pareil, on viendra sur ce côté aussi systémique, je veux dire, de nécessité évidemment que les différentes parties en présence travaillent ensemble. On revient à Musilac. Quelles ont été les dernières, en tout cas durant les dernières années, les points clés que vous avez réussi à faire avancer sur ce sujet qu'est la mobilité? Vous disiez tout à l'heure que, alors par rapport à ce que Fabrice justement disait par l'UTMB, vous n'avez pas parlé de Chinois, vous n'avez pas parlé d'Américains qui viennent. Par contre, vous avez considéré que c'était une chance que la plupart des gens viennent de l'Auvergne-Rhône-Alpes. En même temps, Auvergne-Rhône-Alpes, ils vont donc tous avoir une tendance gigantesque à venir en voiture, a priori. Comment, qu'est-ce qu'on fait pour les inciter quels ont été les points clés que vous avez fait avancer? Oui, totalement, effectivement. On a un public qui, encore aujourd'hui, c'est vrai, vient majoritairement en voiture. Ce qui s'est passé sur Musilac, c'est que, pour retourner un tout petit peu en arrière pour donner le contexte, le festival est né en 2002 et a grandi assez vite. Et la première problématique de mobilité qui s'est posée, je pense, avant même la question de l'empreinte carbone, au milieu des années 2000, c'était le problème de la gestion vis-à-vis des riverains, vis-à-vis de la ville, d'avoir cet afflux de gens qui viennent, qui entrent dans la ville, qui doivent se garer, qui doivent accéder au site, etc. Et c'est pour ça que ça fait maintenant plus de 15 ans, voire 20 ans, qu'il y a un service de navette gratuit qui est mis en place et qu'en fait, nous n'avons pas de parking dédié au public à l'intérieur même de la ville d'Aix-les-Bains. Ils sont un tout petit peu excentrés et ensuite, on fait en sorte de relier avec des navettes pour recréer un système un petit peu de transport collectif sur les derniers kilomètres. Après, dans les avancées de ces dernières années, on a essayé de travailler pas mal autour du train, évidemment. Donc là, on travaille avec TER Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'un partenariat qui nous permet d'avoir des tarifs réduits à proposer à nos festivaliers. Et cette année, c'est une grande chance, des rames supplémentaires sur certaines journées.
pour pouvoir pousser ce sujet encore un petit peu. La notion de covoiturage, évidemment, que je pense que tout le monde autour de moi travaille aussi. Et le sujet du vélo. Excusez-moi, Oui, comment bien sûr. covoiturage et tout le monde y travaille. Comment vous le travaillez? Parce que tout le monde le travaille, mais tout le monde continue aussi à avoir envie de le travailler mieux. Oui, totalement. Nous, on est aussi dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que on a une plateforme de covoiturage qu'on propose au public. Après, on essaie petit à petit d'orienter encore un peu plus. Il y a des pistes de réflexion qu'on a en cours en ce moment sur comment inciter, comment pousser les gens à passer le petit cap de plus qui différencie de la voiture individuelle ou seulement avec leurs amis. On a ce sujet-là qui est un sujet de questionnement pour le coup très actuel chez nous, d'arriver à passer le petit cap, puisque comme je l'ai dit, on n'a pas forcément de parking très à proximité. Donc convaincre les gens de basculer sur le covoiturage n'est pas toujours le plus simple. Et après, ces 3 dernières années, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet du vélo, qui au départ était un peu un impensé avant Covid de notre part. On a mis en place, en retour de Covid, le premier parking à vélo chez nous, au départ sur un petit format de 200 places, ce qui a eu un succès monstre et presque qui s'est retrouvé un petit peu débordé. Donc l'année dernière, on a agrandi largement. On est aujourd'hui sur un format à 800 places à peu près, gardienné, surveillé, à proximité des entrées, ce qui fait qu'en fait, les festivaliers qui viennent en vélo sont les plus proches du festival. C'est eux qui ont le plus de facilité d'accès. Et on essaie de tendre un petit peu dans ce sens-là. Et même chose, depuis l'année dernière, on a une nouvelle navette. Cette fois-ci, pour le coup, qu'on n'a pas pu faire gratuite pour tout un tas de raisons, qui part du centre-ville de Chambéry, de la gare routière très exactement, et qui amène à proximité du site, et qui a l'avantage de faire le retour jusqu'au centre-ville de Chambéry également, après les concerts. Je pense que c'est un sujet de difficulté dont on va pouvoir parler. Mais nous faire venir les gens avec des mobilités durables, c'est envisageable. Le problème, c'est qu'ils repartent pour la plupart le soir, à 1h, 2h, 3h du matin, et qu'à ce moment-là, il faut bien qu'ils puissent repartir d'une manière ou d'une autre. Et contrecarrer la voiture sur ce sujet-là, c'est aujourd'hui encore un peu plus compliqué. Anne-Claire, sur tous les sujets que vient d'évoquer Jeanne, quand vous proposez, vous, des solutions pour améliorer la mobilité électrique, notamment, de quoi avez-vous besoin? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que le fait de le proposer à un organisateur comme Musilac, ça suffit, ou est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait un écosystème autour qui suive, qui soit aussi volontaire, mairie, région ou autre institution? Non, il faut qu'il y ait vraiment tout l'écosystème de mobiliser. D'ailleurs, Benoît en parlait tout à l'heure sur une réflexion territoriale. En fait, quand on parle d'installation de bornes de recharge, il faut vraiment penser le sujet de façon territoriale. Et on ne va pas forcément mobiliser les mêmes acteurs quand on va regarder comment on peut électrifier des flottes de bus ou comment poser des bornes sur le domaine public pour recharger les voitures particulières. Donc c'est vraiment un travail à mener avec un ensemble d'acteurs. Nous, là-dessus, effectivement, c'est intéressant qu'on soit associé assez tôt à ces démarches avec l'ensemble de ces parties prenantes, parce qu'on peut notamment apporter tout un tas de conseils sur la bonne façon de planifier le raccordement. Il y a des réflexions très importantes à mener assez tôt, notamment sur le dimensionnement du raccordement, qui est un gros sujet pour nous. On se rend compte que très souvent, les demandes qui nous sont faites pour des raccordements, typiquement pour des projets comme des dépôts de bus, sont très surdimensionnées, ce qui est finalement bénéfique pour personne, ni pour le réseau, parce qu'on n'a pas d'intérêt à faire des surestimements, ni pour le client qui va du coup avoir des frais très importants pour au final une puissance qui n'est pas utilisée. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on fait beaucoup de pédagogie et beaucoup de sensibilisation pour dimensionner correctement les installations électriques qui desservent ces bornes. Et puis on parlait aussi pour les bornes installées par les collectivités dans les communes. Là aussi, ça peut être intéressant de nous consulter parce qu'on a maintenant des outils assez puissants de cartographie qui nous permet d'identifier aux différents points du réseau de distribution s'il y a encore de la place pour raccorder des nouvelles installations sans avoir trop de travaux de renforcement à faire. Et du coup, ça vaut vraiment le coup. Des fois, ça peut vraiment peser dans la balance quand on prend une décision sur la localisation d'un site de recharge. Et au-delà de ça, on a aussi acquis au fil des années pas mal une expertise assez bonne sur le maillage en borne de recharge sur l'ensemble des territoires. Donc ça peut aussi intéresser les parties prenantes parce que ça permet de faire un premier diagnostic où on en est, combien de bornes il y a, pour pouvoir faire le complément qu'il faut à l'approche des grands événements.
Et puis, je pense qu'il y a aussi toute la partie innovation qui peut être intéressante à aborder. Nous, on est maillés avec vraiment pas mal d'acteurs sur le sujet de la mobilité électrique, que ce soit des acteurs de la recharge, des acteurs du véhicule. Et certaines technologies qu'on voit apparaître un peu sur le marché sont tout à fait pertinentes dans le cadre d'événements. Je pense à des systèmes de recharge mobile qui peuvent aller s'installer juste le temps de l'événement pour recharger les voitures à proximité des sites pendant une période donnée. Ou encore des systèmes de pilotage de la recharge intéressants à mettre en œuvre. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'on peut aborder avec les organisateurs, les collectivités, pour faire mûrir un peu les réflexions sur le sujet. Benoît, c'est des sujets que vous êtes déjà en train d'étudier, que vous avez déjà étudié. C'est en projet aussi, ce côté électrification de la mobilité pour venir en station. On sait que c'est pas simple forcément. Enfin, en tout cas, il y a des freins à lever et des mentalités à changer pour inciter à venir en station en électrique. Alors, oui, tout à fait. Alors, on a déjà à la CLUSA en tout cas un certain nombre de bornes. On travaille beaucoup ici en Haute-Savoie pour l'installation de bornes avec le SIAN, le syndicat d'aménagement numérique électrique de la Haute-Savoie. Et on déploie des bornes autour de la CLUSA. Dans une réflexion qui aujourd'hui est d'abord comment on sait répondre aux besoins de la clientèle touristique et des habitants, pas encore dans une logique massive et de réflexion globale sur la mobilité. D'ailleurs, cette compétence mobilité, elle est quand même exercée, et c'est bien logique, je pense, par la communauté commune des Vallées de Thônes. Le maire de la CLUSA est vice-président aux mobilités, donc clairement mobilisé là-dessus. Et ça fait partie, en tout cas des informations qui sont les miennes et des connaissances qui sont les miennes, de la réflexion plus générale, puisque effectivement le maillage est essentiel. Moi, je retiens aussi des choses intéressantes quant à l'approvisionnement électrique pour les grands événements, parce qu'effectivement le réflexe groupe électrogène est aujourd'hui quelque chose qu'on doit complètement dépasser dans un événement sportif si on veut aller toucher plus de responsabilités en termes d'émissions carbone. Fabrice, UTMB, pareil, est-ce que c'est les notions de mobilité électrique aussi, au-delà des autres notions de gestion de la mobilité sur les grands événements, mais est-ce que cette notion de mobilité électrique, plus électrifiée en tout cas, que l'on vient d'évoquer, sont des sujets que pour vous aussi depuis quelques années? Pas aussi important, je pense, que chez mes collègues. Nous, aujourd'hui, le constat, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus de 50 événements dans le monde. Eux, globalement, les gens qui viennent sur ces événements, c'est très très peu des internationaux. On va peut-être 7-8% d'internationaux. Au Mont Blanc, on va parler presque 20% d'internationaux qui viennent au Mont Blanc. Et donc le gros impact qu'on a aujourd'hui, c'est l'avion de ces personnes qui viennent jusqu'au KUTM Mont Blanc. Le constat, ce qu'on a fait depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'on a essayé d'agir sur plein de choses, typiquement pour faire venir les gens de France, de faire des partenariats avec la SNCF, avec l'ERIA notamment, de faire des partenariats avec du transport de bus depuis Genève pour éviter qu'il y ait des locations de voitures qui se fassent et que les gens viennent plutôt en moyen décarboné. On a mis en place tout un système pendant la semaine de bus pour faire en sorte que quand vous êtes à Chamonix, vous n'avez pas besoin en fait, de voiture, parce qu'il y a des bus qui vous transportent au départ des courses, qui transportent les accompagnants, les spectateurs sur les courses. On interdit l'accès maintenant aux zones pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autre choix que de prendre ces bus. On a mis aussi en place tout un système de car sharing pour que nos bénévoles, nos collaborateurs, c'est-à-dire que nous, collaborateurs, on a interdiction de monter en voiture à Chamonix, on doit prendre un moyen de transport en commun, et une fois sur place, on a un système de voitures qui nous permettent de nous déplacer. Maintenant, le chantier, tout ça, comme on disait tout à l'heure, c'est des chantiers qui ont un impact, mais qui ne sont pas le plus gros impact. Le plus gros impact, ça reste les personnes qui viennent en avion de loin. Et donc ça, pour nous, c'est le chantier sur lequel on travaille maintenant. Je crois qu'il y avait Pau qui était ici tout à l'heure, on travaille avec eux, accompagné par eux sur ce sujet. Et on est en train de travailler sur un plan qui va, on l'espère, permettre de réduire l'impact carbone de tous ces déplacements. Cet impact carbone, justement, les festivals, vous le calculez, vous le comparez d'année en année ou pas encore? Alors, l'impact carbone en tant que tel, chez nous, il n'est pas très très simple à calculer. Je pense que vous avez un peu le même sujet de votre côté. Par contre, on mène chaque année une étude des publics dans laquelle on pose des questions de mobilité à nos festivaliers, savoir d'où ils viennent
Et après, on distingue deux choses. Est-ce qu'ils dorment sur le territoire? Et si oui, comment vont-ils sur le territoire? Puis comment vont-ils au festival? Et s'ils ne dorment pas sur le territoire, s'ils font l'aller-retour dans la journée, simplement comment vont-ils au festival? Et ça nous permet année après année de voir l'impact de ce qu'on met en place et de leur poser aussi quelques questions pour se projeter sur l'avenir. Il y a 2 ans, on leur avait demandé si des navettes qui rentraient de nuit pouvaient les intéresser. Et si oui, quelle destination? C'est là qu'on a vu la véritable demande pour Chambéry et qu'on a enclenché l'année d'après le dispositif. Mais voilà, c'est des statistiques qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir certaines problématiques. Et par exemple, la différence entre les touristes qui restent sur le territoire et les excursionnistes qui font l'aller-retour, c'est que les premiers prennent beaucoup plus le train puisqu'ils repartent le lendemain ou le surlendemain dans la journée. Donc là, on a une personne sur 5 qui prend le train, là où c'est vraiment aujourd'hui minime pour les personnes qui font l'aller-retour pour une seule soirée de festival. Alors, je voulais qu'on aborde aussi évidemment l'aspect financier. Est-ce que ça coûte de travailler sur cette amélioration de la mobilité dans la gestion de l'événementiel, sur cette décarbonation en tout cas de la mobilité? Est-ce que ça coûte et est-ce que c'est tenable? Et la deuxième partie qui est toujours financière, c'est est-ce que l'incitation financière, par contre, dans l'autre sens, en est une? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez inciter les gens par des tarifs plus bas? Évidemment, en sachant que si vous commencez à faire des tarifs plus bas pour certaines personnes et que vous payez de l'autre côté, à un moment ou l'autre, le côté tenable va être peut-être compliqué. Edouard, si vous avez de l'information, vous n'hésitez pas à intervenir. Fabrice ou Benoît ou Jeanne, qui commence? Ça coûte très très cher, enfin, forcément. Je parlais de l'organisation des bus qu'on a pendant la semaine. UTMB Mobility, c'est plus d'1 million d'euros pour la semaine, donc c'est vraiment pas anodin. C'est vrai que je vois des choses qui sont assez effarantes parfois. On met à disposition de coureurs des bus pour aller au départ d'une course. C'est inclus dans leur dossard, mais on en voit encore qui prennent leur voiture pour aller au départ et qui tombent dans des questions d'organisation où on se dit non, mais c'est pas possible. Donc on est hyper souvent partagé entre l'obligation. Donc typiquement, la course que je mentionne, c'est une course où on pense qu'on va obliger les gens, ça fera partie du parcours du coureur, d'être entré dans la navette, d'avoir participé, d'avoir pris cette navette pour aller au départ de la course, parce que sinon ça crée trop de problèmes. Et après, nous, on croit beaucoup plus, en revanche, à l'incitation. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup plus sur comment inciter à venir de façon décarbonée, inciter à venir sans voiture, dans tous les cas. C'est-à-dire que, oui, le covoiturage, c'est intéressant, mais ça reste des voitures. Et nous, on a à la fois je pense un peu comme vous, mais on a le côté contrainte émission de carbone, mais aussi les particules fines, etc. Et l'acceptabilité dans la région. Vous en parlez tout à l'heure avec Sébastien, je pense que c'était un vrai souci. On a le même problème à Chamonix. Moins on a de voitures qui viennent sur place, mieux on se porte. Oui, je pense que effectivement la question de l'argent est essentielle. Il faut avoir à l'esprit, moi, le dernier marché public que j'ai vu en matière de navette, un bus électrique, on est à 950 € hors taxe, 1000 € hors taxe jour de circulation. Quand je dis jour, c'est 8 heures de circulation, c'est pas 15 heures de circulation. Il faut encore trouver un chauffeur. On a des problématiques de chauffeurs, on a des problèmes de véhicules disponibles, et c'est un budget considérable pour les JO. Rendons-nous compte de l'impact qu'on envisage, c'est-à-dire que c'est 300 bus qui vont apporter des spectateurs à la Clusa, idem au Grand Bornand. Pour les jours des épreuves, c'est une jauge à 12 000 spectateurs, et pour aller au site des confins, clairement, mis à part les officiels et éventuellement les délégations des athlètes, évidemment, personne ne pourra y aller avec sa voiture individuelle. On ne va pas aller garer des pléthores de voitures aux confins, ce serait inenvisageable. Donc ça veut dire qu'on va avoir d'abord un acheminement des spectateurs vers l'entrée du village de la Clusa, puis une mobilité active, plutôt à pied, vers le haut du village, et ensuite, à nouveau des bus qui vont partir. Et pourquoi ce choix-là? Parce que le cadencement sera beaucoup plus facile, parce qu'il y a l'enjeu financier, il y a l'enjeu spatial. On parlait d'infrastructure, mais il faut élargir des voies. Si on veut avoir un service efficace, alors là,
chez la casquette évidemment collectivité, donc ça veut dire qu'on envisage quelque chose d'installé, de structurel. Ça veut dire des voies pour des bus à haut niveau de service, avec des espaces contraints, comment on réduit la place de la voiture durablement pour faciliter cela. Et puis, ça veut dire aussi toute une complexité organisationnelle. Remplir un bus de 60 places, ça ne se fait pas en 20 secondes. Et il faut monter les spectateurs, donc comment on envisage les temps, etc. Je pense que pour un organisateur comme l'UTMB, emmener des concurrents à Courmayeur, je ne sais pas combien partent pour la TDS par exemple, mais ils sont un petit peu, ou la CCC, ils sont plus d'1 millier. 1 millier divisé par 60 places dans un bus, ça fait un petit paquet de bus quand même. Donc voilà, il faut... je crois qu'on a plus de 120 bus pendant la semaine, et avec aussi la grosse difficulté de comment faire venir ces bus localement, parce que c'est pour faire venir un bus du nord de la France, y a une hérésie quelque part écologique. Donc c'est vrai que ça démultiplie les problèmes dans le... Jeanne, le sujet financier, est-ce que ça vous coûte cher? Est-ce que c'est tenable aussi? On sait tous que un festival, une course, un événement, ça a une économie qui est des fois fragile parce que météo dépendant, parce que beaucoup de choses. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que l'incitation aussi par l'aspect financier fonctionne? Oui, alors effectivement, je rejoins ce qui a été dit. C'est un budget considérable. Chaque petit nouvel aménagement rajoute un coût qui vient s'accumuler à tous les autres. Il y a des choses qu'on a sanctuarisées et sur lesquelles on ne reviendra pas. C'est le cas de notre dispositif de navette qui, je pense, est le plus gros budget aujourd'hui sur le volet mobilité chez nous. Après, on essaie de travailler aussi en partenariat, en bonne intelligence avec les différents acteurs qu'on a et qui nous accompagnent. Le côté obligation chez nous, c'est effectivement un peu aujourd'hui compliqué vis-à-vis du public, mais on travaille autant que possible sur l'incitation, aussi sur l'information aux festivaliers. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dit beaucoup dans l'équipe. Une des premières questions, une fois qu'on a vu la programmation, après c'est de dire super, j'aimerais prendre un billet, c'est mais comment j'y vais? Et ça, c'est quelque chose où on essaie de donner les réponses le plus tôt possible au public en disant ok, vous avez cette option, cette option, cette option, cette option, en occultant autant que possible la notion de voiture, de parking, de ce genre de choses, en essayant de les pousser, de les inciter. Sur le sujet du budget, il ne faut également pas que ça devienne un surcoût trop important pour le public. On s'est posé la question quand on a mis en place les navettes pour Chambéry Centre. Il faut que cette navette-là, aller-retour, elle revienne moins cher que de prendre sa voiture. C'est la même chose si on réfléchit à en mettre en place depuis d'autres villes de la région qui sont des gros pôles de notre public. Si ça coûte moins cher de prendre la voiture, on sait que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut essayer de trouver une sorte d'équilibre entre ce que le festival est capable de porter économiquement, parce que comme vous l'avez dit, les réalités économiques des festivals et des autres événements aujourd'hui, on a une réalité pas forcément tous les jours très facile, et en même temps pas que ça devienne une difficulté de plus pour le festivalier, pas lui faire porter l'intégralité de la charge de ce dispositif-là. Anne-Claire, parmi les organisateurs ou les organisations que vous accompagnez avec des solutions d'électrification notamment, quels sont les principaux freins que les organisateurs rencontrent et donc par conséquent vous aussi? Le frein, c'est plutôt les autres personnes qui peuvent en parler, mais d'un point de vue raccordement, alors nous déjà, à savoir que quand on a un projet d'électrification, on peut toujours le raccorder. Ça, c'est jamais un problème. Le réseau, il est partout. On peut faire les travaux d'adaptation nécessaires pour raccorder n'importe quel projet. Après, effectivement, des fois, les travaux peuvent se faire à des coûts importants, au prix d'adaptations relativement importantes sur le réseau. Donc, c'est là où l'aspect financier peut rentrer en compte et peut éventuellement être un frein dans le projet, ou en tout cas être source d'arbitrage dans l'organisation de l'événement. C'est là aussi où on peut être force de proposition, du coup. En étudiant le raccordement de façon à ce qu'il soit planifié le mieux possible pour réduire ses coûts. Voilà. Après, il y a sur la mobilité électrique, il y a quand même un autre frein qui est aussi financier, mais c'est le coût d'acquisition en fait des véhicules électriques, que ce soit une voiture ou un poids lourd. Tous les constructeurs automobiles et poids lourds aujourd'hui proposent des gammes électriques, donc la technologie, elle existe. C'est pas ça le frein. Par contre, le frein, c'est vraiment le coût d'acquisition.
Même si ça peut être compensé quand même après par la suite. Quand on regarde un peu les coûts totaux, il y a quand même un gain qui est fait parce que alimenter son véhicule en électricité, c'est moins cher que de faire un plein d'essence. Donc malgré tout, ça vaut le coup d'étudier ça sur le long terme. De toute façon, je pense que la réflexion, elle est toujours de se dire, ok, j'investis, mais j'investis pas que pour l'événement, j'essaye d'investir pour plus longtemps. Et là, effectivement, il peut y avoir quand même, en termes de coût total, finalement, un intérêt à basculer à l'électrique. Ouais. Et puis j'ajoute, parce que je suis dans la position de représenter ceux qui sont susceptibles de financer les besoins que vous avez les uns et les autres et les surcoûts que ça représente. Il y a une partie de ces surcoûts qui peuvent être pris en charge d'une certaine manière indirectement par les financeurs, dans la mesure où nous, banquiers, quand on finance des dispositifs qui sont vertueux comme ceux-là, sans rentrer dans les détails, ce qu'on fait, c'est qu'on nous-mêmes on sacrifie une partie de notre marge, c'est-à-dire qu'on fait des taux qui sont notamment, ou des prix qui sont plus attractifs et qui permettent de compenser une partie du surcoût que ça représente, quoi. L'incitation, je voulais qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent ou pas? Parce qu'en fait, ce que vous citiez tout à l'heure, c'est si ça coûte plus cher, ça ne marchera pas. Est-ce que l'incitation, elle peut aussi, à un moment ou à un autre, c'est peut-être pas à vous de le faire, mais c'est peut-être aussi à nous tous de le faire, et donc à vous aussi, d'être un changement de mentalité, faire en sorte, on en parlait tout à l'heure, de dire que le fait de venir en voiture, ce soit pas très fun, en fait, soit pas très bien vu. Je veux dire, on fera avancer peut-être la société comme ça, et peut-être que vous, parce que aujourd'hui, ouvertement, vous faites venir 100 000 personnes. Fabrice, il a été plus cool, il a dit 10 000 participants, mais c'est combien de personnes qui viennent? Nous, on pense à peu près 25 000 personnes. Les études nous disent à peu près 25 000 personnes pour l'événement. Okay. Bon, si on cumule, ça commence à faire beaucoup. Non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, est-ce qu'il y a aussi une forme d'incitation de communication, en termes de communication, de faire passer petit à petit des messages qui vont s'insérer aussi parmi en plus un public plutôt jeune, plutôt sportif, voilà, du fait de changer ses habitudes de venir. Est-ce qu'il y a une action là-dessus, Benoît? Alors, pas pour l'événement, en ce qui me concerne, en ce qui concerne la Clusa. En revanche, il y a des initiatives de notre opérateur du domaine skiable qui vont en ce sens. Moi, j'en retiens deux, on va dire 2,5. Il y en a une qui touche les bus, mais voilà. La première, c'est d'avoir développé, à partir de cette année, la saison qui arrive, un forfait saison 5 jours sur 7 hors week-end pour venir skier à la Clusa. Alors vraiment à un tarif moins important, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la congestion se fait plutôt lors des week-ends, donc pourquoi pas venir hors week-end au moment où c'est plus serein et où en plus on peut profiter des pistes de manière encore plus épanouie. Ça, c'est la première initiative. Seconde initiative, toujours par notre opérateur du domaine skiable, c'est d'avoir initié des packages ski et bus depuis Annecy. Et un autre package, c'est le 1,5, ski et bus, mais avec un bus affrété par notre délégataire, affrété par l'opérateur du domaine skiable depuis Saint-Pierre-en-Faucigny pour venir depuis également la vallée de l'Arve, donc depuis le bassin annécien comme depuis la vallée de l'Arve, une autre solution pour venir à la Clusa qu'en voiture individuelle. Ça, c'est dans des pratiques de loisirs, pas sur des temps donnés, des temps précis d'événements évidemment, mais sur des pratiques de loisirs qui sont plus inscrites dans le quotidien des citoyens, des habitants. Et c'est, je pense, quelque chose vers quoi il faut tendre, parce que ça permet de changer au fur et à mesure les mentalités. Pourquoi pas pour nous, et c'est un enjeu, d'attirer aussi de nouvelles clientèles, et puis pourquoi pas également le développer en période estivale pour inciter toute la clientèle potentielle du bassin annécien à venir dans les Aravis autrement qu'en voiture individuelle. Moi, il y a quelque chose qui me transperce le cœur à chaque fois, c'est de voir le parking de l'Arpette aux confins rempli de voitures en plein été. Alors c'est très bien, on vient profiter des combes des Aravis, mais bon, si on arrivait à y monter en bus, ce serait encore plus joli. C'est vrai qu'en plus, en termes en tant que station de montagne, en fait, des événements, sur certaines périodes, c'est tous les samedis un événement que vous gérez, en fait, en termes de mobilité en tout cas. Jeanne, je reviens donc à cette incitation qui n'est pas que financière. Est-ce qu'il y a des choses qui sont essayées là-dessus aussi? Est-ce que vous pouvez mesurer quelques résultats? Oui, totalement. Effectivement, je pense que l'aspect financier ne suffit pas à traiter cette problématique-là. Ça a été évoqué à l'instant.
Nous, on travaille à travers différents volets. Déjà, je disais qu'on ne devait pas faire porter toute la charge aux festivaliers. Pour autant, je pense que c'est important de leur faire prendre conscience de l'impact et de comment ils y participent. Nous, quand on va sur notre page Venir au festival, qui détaille l'intégralité du dispositif de mobilité, le premier élément qu'on voit, c'est le calculateur de l'ADEME, qui leur permet de calculer l'impact carbone du trajet qu'ils feront jusqu'au festival en fonction du mode de transport qu'ils choisissent. C'est le premier élément qu'on voit avant même de leur détailler le dispositif de train, le dispositif de navette, etc. Donc ça, c'est un premier volet. Je pense qu'en dehors de l'aspect financier, il y a l'aspect praticité aussi. Si prendre la voiture n'est plus le plus simple, la bascule est plus facile. Je recite l'exemple de la navette au départ de Chambéry-Centre, mais on a eu des retours très positifs sur une première mise en place, parce que c'était des gens qui auparavant prenaient leur voiture, allaient jusqu'à un de nos parkings relais, s'installer, prenaient une des navettes gratuites du festival, puis marchaient jusqu'au site. Ces gens-là, ils sont allés à la gare routière, ils sont montés dans la navette, ils sont arrivés au site, ils ont fait la même chose au retour. Ça a été rapide, pratique, un seul mode de transport, et ils étaient chez eux en sécurité à l'aller comme au retour. Donc cet aspect praticité, je pense, joue particulièrement. Et après, il y a tout ce qui a été évoqué, de rendre la voiture de moins en moins cool, voire l'inverse. Nous, on communique très très peu dessus, comme je l'ai dit. Après, à voir comment est-ce que petit à petit, on peut enclencher. C'est la même logique sur le parking à vélo, le fait que ce soit le parking le plus proche du festival. Bon, voilà, au final, c'est le plus pratique, c'est de venir en vélo. Vous serez au pied des entrées, ou à peu de choses près, à quelques minutes à pied, là où le parcours en voiture est aujourd'hui plus complexe. Donc c'est plein de pistes comme ça. Après, on est loin d'avoir la science infuse, loin d'avoir encore tout trouvé, mais on essaie étape par étape de progresser, de sensibiliser le public, et on espère orienter au fur et à mesure, et on voit des résultats, mine de rien, sur les retours que nous font le public, sur les modes de transport qu'ils choisissent d'emprunter. Après, les prochaines étapes, c'est de trouver la solution pour tous ceux qui souhaitent rentrer le soir même des différentes villes de la région. On y travaille. Fabrice, une réaction là? Oui, alors nous, on a une chance énorme, c'est que la plupart des gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui aiment la montagne, qui aiment la nature. Donc, ils ont tous envie d'aller dans le bon sens, de bien faire, etc. Là, on a moins de chance, c'est que comme c'est une épreuve dans laquelle il faut assez longtemps pour rentrer parce qu'il faut se qualifier, et du coup, il faut bien 6-7 ans en général pour arriver. Et du coup, vous ne venez pas plusieurs fois en fait faire l'UTMB, vous venez faire une fois tous les 7-8 ans, on va dire, si vous êtes vraiment un acharné, mais sinon vous faites une fois dans votre vie. Et le problème, c'est que du coup, vous découvrez le lieu, vous découvrez comment ça fonctionne. Et typiquement, pour un Américain qui vient à Chamonix pour la première fois, lui, réflexe américain, il arrive, déjà, il prend un vol, pas un vol direct, il passe par Londres ou par Amsterdam, etc. Puis après, il reprend un autre vol en fait, intérieur. Et puis quand il arrive à l'aéroport, il va louer une voiture. Logique normale pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, arriver en fait à expliquer, on parlait tout à l'heure, comment faire en sorte de former les gens, de leur expliquer comment ça se passe chez nous, que vous n'avez pas besoin de voiture depuis Genève pour venir jusqu'à Chamonix, qu'une fois à Chamonix, vous avez des bus de partout, vous pouvez vous circulez sans aucun problème. Et en plus, nous, l'organisation, on prendra tout le reste en charge. Ça, c'est notre enjeu chaque année, d'arriver à expliquer ça le mieux possible à nos participants. Anne-Claire, je voulais juste revenir sur les JOP 2024 et évidemment les JOP 2030. Au-delà de ce que représentent les JO, est-ce que 2024 a été un levier, un accélérateur pour faire accélérer justement les solutions qui existent et les propositions que vous pouvez faire? Et donc, est-ce que les JOP 2030, pour vous, sont un enjeu important? Il est forcément, mais ce que je veux dire, est-ce que ça peut être aussi là une façon de réussir à accélérer certains tests, certaines nouveautés, puisqu'on le voit tous, les volontés, elles sont toutes là, la technologie existe, des choses sont mises en place, beaucoup de choses fonctionnent, on sait qu'il faut encore inventer peut-être ou encore aller plus loin sur certaines. Est-ce que ça va être ça aussi, les JOP 2030, un nouveau levier? Oui, tout à fait. Déjà, c'est vrai que sur les JO 2024, je pense qu'on peut vraiment se féliciter d'avoir réussi non seulement à raccorder tous ces sites au réseau et à diminuer significativement l'empreinte carbone de l'alimentation électrique,
Et d'ailleurs, pour les quelques sites qu'on n'a pas pu raccorder au réseau, on a aussi testé de nouvelles technologies de groupes électrogènes, soit à hydrogène, en les alimentant en hydrogène décarboné, en hydrogène vert, pardon, soit des groupes électrogènes à batterie. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas juste le sujet du raccordement, mais il y a aussi des tests de technologie. Sur les JO 2030, on sera exactement dans la même lancée. L'objectif principal pour Enedis, ça reste le raccordement des sites. Après, il y aura forcément des particularités liées notamment à l'environnement montagne. Et puis de toute façon, ce genre d'événement, c'est toujours aussi des catalyseurs d'innovation et de nouvelles initiatives. Donc on compte bien saisir cette opportunité, effectivement, notamment pour développer des innovations en matière de mobilité électrique, mais aussi pour tout ce qui est planification, supervision du réseau. Et donc pour revenir sur la partie montagne, on voit déjà apparaître aussi en lien avec tout ce qui est sport de glisse des nouvelles technologies. Je pense par exemple à l'exemple des dameuses électriques ou hydrogène qu'on voit en test sur certaines stations. Là aussi, c'est des projets qu'on est susceptible d'accompagner pour la partie raccordement des bornes. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'introduire le sujet de l'hydrogène dont on n'a pas trop parlé jusque-là. Mais on a tendance à opposer un peu la technologie hydrogène à la technologie électrique. Mais c'est important de rappeler que pour que l'hydrogène ait du sens d'un point de vue bilan carbone, il faut que l'hydrogène qui soit mis dans les véhicules, ce soit de l'hydrogène décarboné. Et pour ça, il faut un électrolyseur pour faire de l'électrolyse de l'eau. Et cet électrolyseur est aussi raccordé au réseau électrique. Donc à la fin du compte, on est aussi sur un sujet électrique. Et là, il peut y avoir aussi des choix à faire, des arbitrages sur le positionnement de ces électrolyseurs. Est-ce qu'il est pertinent d'aller le mettre en fond de vallée et ensuite d'amener l'hydrogène en station pour alimenter les véhicules? Est-ce qu'il faut poser l'électrolyseur directement en station pour être au plus proche de l'usage? Donc ça, pareil, c'est tout un tas de questions où il est intéressant d'aller regarder comment ça se passe au niveau du réseau électrique, parce que ça peut faire partie des paramètres importants à prendre en compte dans le dimensionnement des projets. Alors, aucune réaction quant à l'électrolyseur. En revanche, quelque chose qui me vient en même temps dans la réflexion qu'on n'a pas vraiment abordé, mais en même temps, là, on est tous acteurs à un moment donné de moments de vie dans la vie des gens. Et la mobilité, à mon sens, c'est aussi un outil vers la convivialité. Quand on vient tout seul avec sa voiture, on est tout seul ou on est juste entre nous, et puis on s'enferme dans notre petit truc, on fait son petit parcours tout seul, etc. L'ambition qu'on porte, je pense tous, que ce soit pour l'UTMB, pour Musilac, et bien sûr nous à la Clusa, alors de manière très large, mais aussi pour les JO, c'est que ce soit un grand moment de vie pour les gens qui viennent vivre cela. Et venir avec des bus, partager l'expérience. Je pense quand on part sur une course de l'UTMB, quand on part vers un départ, il y a ce moment de stress, c'est un peu d'introspection, mais en même temps, on est tous ensemble à le vivre. Pareil pour aller voir un artiste qu'on attend de voir depuis des mois peut-être. Et pour là, les JO, c'est d'aller voir cela. Mais pour les JO, on a aussi tout un village qui va se mobiliser pendant plusieurs années pour accueillir les JO. Et si finalement on voit juste passer des bus au milieu du village, des spectateurs qui repartent, on va perdre quelque chose. Donc nous, on veut vraiment organiser un parcours spectateur où on arrive en bus, on traverse le village dans une ambiance festive à pied, et ça, on y tient particulièrement, pour ensuite repartir vers des navettes pour aller sur le site des confins. La Clusa, c'est un village festif, c'est un village qui a une âme on aime faire la fête à la Clusa, on aime transgresser les codes et faire plein de choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Le Team Farté est un exemple extraordinaire dans l'ambiance qu'ils savent mettre sur les événements de ski de fond et de biathlon, et on voudrait retranscrire cette ambiance, et donc la mobilité sera un outil pour retranscrire cette ambiance, pour que les personnes qui vont venir voir les épreuves de ski de fond à la Clusa ressortent en se disant c'était plus qu'une épreuve de ski de fond des Jeux Olympiques. C'était une expérience de vivre les JO à la Clusa. Et la mobilité va être vraiment des leviers pour réussir cela. Ouais, est-ce que une réaction par rapport à cette vision de l'expérience globale? Carrément d'accord, parce qu'effectivement, c'est hyper important qu'on s'arrache pour arriver à s'améliorer, pour faire beaucoup mieux et qu'on embarque le monde avec nous. Mais en même temps,
Je pense que tout ce qu'on porte aujourd'hui, c'est des moments qui sont tellement importants pour la société d'une façon générale. Il ne faut vraiment pas qu'on l'oublie. Hein. Tu disais, prendre le départ d'une course comme l'UTMB, c'est un moment de communion qui est dingue. C'est un moment où les peuples se rencontrent, se rapprochent, se parlent. Pareil sur un concert, c'est un moment où les gens font société. Et ça, c'est dans notre monde où chacun est devenu derrière son écran et regarde le monde par une fenêtre. Des moments où on se rassemble, c'est devenu essentiel. Et on sait ce que c'est l'inverse, hein. C'est des guerres, quand on ne fait pas ces rapprochements, c'est toutes ces conséquences. Qu'est-ce que l'impact carbone d'une guerre en Ukraine, par exemple? J'imagine que c'est plusieurs fois ce nous on peut représenter. Donc oui, c'est important qu'on bouge, mais c'est aussi important qu'on continue d'organiser ces événements et qu'on continue de rassembler les gens, carrément. Est-ce que vous avez trop de pression? Est-ce qu'on vous demande, vous, en tant qu'organisateur, de solutionner un peu seul, chacun, avec certains partenaires que vous allez chercher comme Enedis, évidemment, mais et ce que je veux dire, c'est est-ce que vous êtes assez aidé aussi dans cette démarche de décarboner la mobilité de votre événement? C'est une question compliquée à répondre. C'est vrai que j'ai la chance d'être entourée de 2 partenaires du festival en plus. Donc là, je suis vraiment bien cernée. Mais ça a peut-être plus de contexte législatif. Oui, non, mais ça totalement. C'est vrai que nous, on fait notre maximum et je pense que c'est une responsabilité qu'on se met également nous-mêmes. De se dire, on ne peut pas non plus ne rien faire et laisser les gens arriver en voiture sans se poser les questions, sans chercher à réduire, parce qu'à la fin, c'est l'impact de notre événement et c'est pas ça qu'on cherche à promouvoir. On veut impulser autre chose. Et on l'a dit, c'est aussi des moments de fête et donc c'est des moments où on peut entraîner des petits déclics et où petit à petit, ça peut jouer dans les consciences et les mentalités des gens. Pour autant, on n'a pas la main sur tout et c'est vrai qu'on ne peut pas remplacer non plus des transports publics ou des équivalences qui n'existeraient pas. On n'a pas la possibilité, nous, pas les moyens de faire ça sur le terrain. Forcément, au bout d'un moment, on atteint une de nos limites, je pense. J'imagine un peu tous sur ce volet-là. Anne-Claire, est-ce qu'il y a une marque ces dernières années, peut-être évidemment que c'est lié à 2024, mais en tout cas un avancement particulier que vous avez pu vivre, vous, par rapport à des événements et ce que vous proposez? C'est quelque chose qui avait pas été fait avant, que vous avez réussi à faire et qui est à prendre comme quel exemple, ou en tout cas comme quelque chose que vous aimeriez considérer comme une vraie victoire qui peut être développée? Là, ce qui me vient en tête, on en a déjà parlé, c'est la décarbonation donc liée au raccordement du réseau, mais un marqueur assez fort, c'est que maintenant, dans le cahier des charges du CIO sur les Jeux Olympiques, c'est devenu une obligation du cahier des charges de raccorder au réseau. C'est-à-dire que le groupe électrogène, c'est plus une option. Donc je pense que ça, c'est un marqueur très fort et c'est là où on peut se féliciter du fait d'avoir réussi à être performant, garantir une qualité de l'alimentation électrique sans faille durant toute la durée des Jeux. Et du coup, on a permis que ce soit un mode d'alimentation qui s'ancre. Ça va être le cas à Los Angeles, ça va être le cas à Milan, ce sera le cas dans les Alpes. Maintenant, le standard, c'est le raccordement au réseau. Donc je pense que ça, quand même, on a franchi un sacré cap, en tout cas sur cette partie-là. Musilac, cette année, l'enjeu? S'il y a un enjeu sur les avancées que vous avez travaillé depuis des années, est-ce que cette année, il y a un point qui va être, en tout cas, que vous allez pouvoir mesurer cette année de façon importante, qui va être un marqueur qui va fonctionner, pas fonctionner, moins fonctionner? Sur le volet mobilité, je réfléchis parce qu'il y en a plusieurs en réalité. Non, je pense que les deux volets sur lesquels on va essayer de passer un nouveau cap, c'est le parking à vélo qu'on souhaiterait voir complet sur notre nouveau grand format cette année. C'était la première fois qu'on le mettait en place sur ce format-là l'année dernière et on a vu l'évolution au fur et à mesure des jours et du bouche à oreille. Parce que c'est surtout les locaux donc de l'agglomération et de la ville qui y vont. Il s'est rempli petit à petit, mais on n'a pas atteint le complet. On espère l'atteindre cette année et continuer à entraîner un mouvement aussi avec des groupes d'amis ou des familles qui se rendront de plus en plus à vélo sur le festival et poursuivre ce mouvement-là pour que petit à petit on élargisse le champ d'action sur les festivaliers qui viennent en vélo. Vous allez garder le micro puisque vous êtes bien parti, Jeanne, parce qu'on va conclure. Et, alors je ne parle pas de cette année, mais dans 5 ans. Dans 5 ans, Musilac, si vous aviez quelques priorités, en tout cas quelques souhaits prioritaires à marquer sur ce sujet mobilité en quelques mots, ce serait quoi? Sans les contraintes cette fois-ci, on est un peu plus libre.
Alors je pense que mon souhait prioritaire, ce serait, comme on a 70% des gens qui viennent à la journée, de pouvoir tous leur proposer un moyen de les ramener chez eux sans qu'ils aient besoin de monter dans leur voiture. Avoir la possibilité de leur proposer à tous un aller et un retour sécurisé, décarboné et qui nous vide nos parkings le plus possible pour passer de environ 65% des gens qui utilisent leur voiture à, si possible, bien moins que ça, 2, 3, 4 fois moins. Ce serait l'idéal. Fabrice, même exercice. En quelques mots, l'UTMB dans 5 ans, en tout cas la mobilité autour de l'UTMB dans 5 ans, et pas forcément que UTMB Mont-Blanc, on est d'accord. En quelques mots, ce serait quoi? Alors, en quelques mots, alors déjà en 10 secondes, le soutien, moi je trouve que chacun fait sa part aujourd'hui. Je trouve que nous, côté de nos partenaires, les institutions, tout le monde a envie d'aller dans la bonne direction. Ça c'est assez enthousiasmant. Et UTMB dans 5 ans, nous déjà, moi tout de suite, on a nos inscriptions 2026 qui vont être une étape importante parce qu'on va mettre en place des nouveaux modes d'inscription qui vont changer pas mal de choses. Donc c'est notre enjeu de l'année. Et à 5 ans, déjà un des points, c'est d'avoir atteint nos objectifs de réduction de l'empreinte carbone de l'événement. Et idéalement, pour moi, ce serait un Chamonix sans voiture pendant l'événement. Anne-Claire, même exercice. Et alors là, je suis désolé, dans 5 ans, c'est les JOP 2030. J'ai dit dans 5 ans comme ça en plus, mais ça tombe comme ça. Non, voilà. Est-ce qu'il y a, en quelques mots, ce serait quoi justement l'évolution pour vous de cette mobilité liée aux événements dans 5 ans, s'il y avait dans votre champ d'action évidemment, quelque chose d'assez idéal? Je pense qu'un des leviers majeurs, ça c'est pas mal entendu, c'est quand même autour des transports en commun, des bus, des navettes. Je pense que là-dessus, il y a vraiment des choses à faire. Il y a d'ailleurs déjà plein de projets qui sont menés dans des communautés de communes autour de l'électrification des bus et des cars. Donc je pense que ça, ce serait une vraie avancée. Et du coup, notre souhait, c'est d'être au rendez-vous pour accompagner ces acteurs-là dans les projets d'installation de bornes pour ces usages. Edouard, même exercice, là, un futur désirable vous concernant dans 5 ans sur ces sujets-là. Quel serait-il? Alors, quand on nous pose la question, c'est une question qu'on se pose régulièrement quand on travaille sur ces sujets RSE. On a l'habitude de dire que dans 5 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, l'idéal pour moi, ce serait que mon poste soit supprimé, en fait. Qu'on n'ait plus besoin de fonctions RSE dans une entreprise comme la nôtre, qui ont vocation à entraîner toutes les composantes de l'entreprise et à inciter nos clients à verdir leurs projets. Si demain nos fonctions sont intégrées au cœur même des préoccupations de nos clients et au cœur même de toutes les dimensions de l'entreprise, on n'a plus besoin de nous et ce serait formidable. Benoît, pour finir, pareil, dans 5 ans, la mobilité à la Clusa, ce serait quoi idéalement? Alors idéalement, on aura enclenché les investissements structurants pour que la solution pour venir skier à la Clusa, mais dans les Aravis, soit de manière naturelle une mobilité collective. Merci à tous pour avoir contribué à cette table ronde sur la mobilité et la gestion des grands événements qui sont essentiels, on est tous d'accord là-dessus. Et cette mobilité qui doit progresser, et on va faire la progresser ensemble, donc c'est parfait. Merci beaucoup à vous. Merci à tous pour ce nouveau numéro de Around, et à bientôt.